Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver sur cette thématique. Donc, si vous ne l'aviez pas consulté, on va vous inviter, et le lien est en description de la vidéo, à venir écouter le message d'introduction de cette playlist. Donc, il y a un sens à la manière dont on aborde ici cette thématique. Il y a évidemment quelques règles de fonctionnement que l'on vous propose autour de cela, puisqu'on désire vraiment ici que ces vidéos-là soient dans des énergies de partage et qu'il y ait un maximum d'interaction entre vous et nous, avec notamment ici sur la vidéo d'introduction la possibilité de venir proposer d'autres thèmes que nous n'aurions pas abordés par ailleurs, et directement sous les vidéos pour chacune des capsules par thème, de venir poser vos questions de manière à ce qu'on soit en capacité ici de vous proposer une seconde vidéo qui sera rattachée, une sorte de boîte à questions dans lequel Esthema et moi-même, on sera ici à 4 mains et donc à 2 voix pour répondre à tout ce que vous aurez choisi de nous soumettre ici. Donc écoutez, on va vous souhaiter un très bon visionnage. N'oubliez pas, si vous aimez ce contenu, de bien penser à le soutenir en le likant, c'est très important. Pourquoi pas en le partageant autour de vous si vous le désirez. Et puis, écoutez, à vos questions. Dans cette nouvelle vidéo qui a trait aux familles d'âmes, donc elles seront au nombre de 3, en tout cas pour tout ce qui va avoir attrait ici à de la transmission. Et puis évidemment, on la complétera avec une boîte à questions en fonction justement de vos commentaires. On va ici travailler sous l'angle de la description des familles. Et donc ici, vous donner notre point de vue, le résultat en fait, quelque part, de tout le travail que l'on a pu réaliser, que ce soit sur le plan énergétique ou effectivement dans le cadre des séances, des consultations, des accompagnements que l'on a pu faire, puisqu'on a la chance effectivement ici d'accompagner différentes âmes dans leur chemin d'élévation, de chemin de vie, en tout cas dans l'alignement ici de leur axe. Et donc évidemment ça nous a immédiatement emmené sur ce travail qui a trait à l'âme, puisque c'est on va dire la part clé, notamment dans les premières semaines, les premiers mois d'un parcours, puisque c'est par cette coloration énergétique en fait que l'on va récupérer quand même un certain nombre d'informations qui ont attrait vraiment à l'incarnation à proprement parler. Donc quand on prend comme ça la coloration d'une âme, c'est que l'on vient faire un choix ici de réalisation, donc sur le plan terrestre, de venir contribuer dans un certain domaine, dans une certaine fonction, dans un certain rôle. On y reviendra dans la dernière capsule parce que forcément ce mode de fonctionnement a quand même une grande partie de limitation, mais malgré tout ça reste ici quelque chose dont il faut vraiment ici s'occuper, puisque l'âme est de toute façon, on va dire, de par son parcours d'incarnation avec un S, a des mémoires, des karmas, il y a vraiment des choses ici à comprendre pour soi, à nettoyer, à faire évoluer. Et c'est le premier moyen en fait pour aller créer un axe beaucoup plus haut et beaucoup plus grand. Donc c'est une part vraiment très très importante ici quand on décide de cheminer. Alors déjà, ce qui est important, c'est que à l'occasion de nos travaux, et c'est pour ça que je réalise les guidances de cette manière-là, j'ai pu m'apercevoir très tôt avec Esthema qu'il y avait une influence du cycle lunaire en fonction ici des familles d'âmes. Et donc, alors c'était très intuitif au départ et c'était très propre à notre énergie individuelle. Donc Esthema est passeur et pour ma part, j'ai une âme ici guérisseur. Et donc effectivement, on remarquait bien que quand on travaillait sur nous, lui de son côté était très influencé par les énergies de nouvelle lune. Et donc effectivement, vous pouvez l'observer sur la chaîne, hein, les passeurs, un nouveau cycle en fait redémarre à chaque phase de nouvelle lune.
Et moi, pour ma part, alors la nouvelle lune, j'en ressentais évidemment les énergies, mais pas forcément avec la même puissance, et surtout ça marquait pas comme ça des points de départ. Et à l'inverse, je vivais cette même expérience, mais à la pleine lune de mon côté. Alors, comme effectivement on a ce lien en miroir, on est ici en plus dans les phases lunaires opposées à une nouvelle lune, pleine lune. Donc, on n'était pas forcément ici dans l'absolu à imaginer que cela pouvait être le cas pour les familles d'âmes, en fait, que ça va vraiment être à la famille d'âmes. On était plutôt concentré sur nous-mêmes. Et quand on a commencé à réfléchir à la possibilité ici de travailler autour d'une chaîne YouTube, voilà, dans les idées en vrac comme ça, moi j'avais choisi d'attaquer des guidances sur l'angle justement des familles d'âmes. Et donc on a été amené de fait à creuser plus en profondeur cette fameuse influence lunaire, puisqu'au démarrage, voilà, se poser la question de savoir est-ce qu'on fait des mensuels? Alors on aurait pu faire ça par exemple en début de mois, est-ce qu'on fait des bimensuels, est-ce qu'on fait des hebdos, etc. Et donc ça m'a obligée en fait quelque part à me reposer la question du cycle lunaire. Sachant que, en plus, j'avais choisi de travailler malgré tout autour des 2 cycles principaux que sont la nouvelle et la pleine lune. Donc, on a vraiment fait ce travail en fait d'analyse et de recherche à cet instant-là. Donc, il y a quand même maintenant un petit peu plus d'1 an quand on avait commencé à réfléchir à tout ça. Et donc, effectivement, c'est là qu'on s'est aperçu, non, en fait, qu'il y avait une vraie influence. Il y avait comme un passage, un redémarrage, un cycle, après peu importe comment on l'appelle. Il y avait en tout cas des nouveaux potentiels, des nouvelles ressources qui s'impulsaient au niveau de la coloration de l'âme en fonction des différents passages lunaires. Et donc comme ça, on a créé cette fameuse grille qui est la nôtre, où on a positionné chacune des familles. Donc au démarrage, des familles que l'on identifiait comme ne subissant pas de mutation énergétique. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que j'appelle ici la mutation énergétique, allez réécouter ou écouter pour la première fois la vidéo précédente. Je parle justement de l'évolution en fait des familles telles que nous on a pu l'observer ces 18 derniers mois. Et donc des 13 familles qui étaient notamment nos points de départ, hein, puisque comme effectivement ça faisait partie un petit peu des standards en termes de littérature spirituelle, on s'était basé vraiment ici sur le quadrillage qu'avait produit Marie-Lise Labonté. Et donc en retravaillant la préparation de la chaîne, on s'est aperçu que non, il y avait des choses qui bougeaient. Et donc quand on a démarré, comme c'était pas terminé, on a démarré avec les familles d'âmes que l'on estimait être stables et sur lesquelles on était confortable de fait d'aller appuyer ici des guidances. Et une fois que ces passages se sont terminés, entre guillemets, on a pu évidemment compléter et nos travaux d'une part, et donc on avait notamment publié l'article sur les familles d'âmes, et on a pu également étendre les guidances et se sentir très confortable dans la connexion justement avec ces âmes-là pour pouvoir réaliser ici le travail sur la chaîne. Donc cycle lunaire, clairement ici dans la vibration de chacune des familles. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, encore une fois, chaque famille d'âmes se regroupe pour une fonction. Donc on est vraiment ici dans une notion d'œuvre collective et donc tout ce qui a trait au potentiel aussi, hein, y compris dans les capacités et dans la fonction, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être amené à réévoluer dans le futur. Donc après, ça sera vraiment en fonction des conditions énergétiques sur le plan terrestre. Mais ces réorientations servent vraiment ici un travail, une œuvre collective en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment important de bien le garder en tête. Alors se posera évidemment la question de savoir si on choisit notre famille d'âme ou pas. Ça, c'est une grande question. Et donc pour ça, effectivement, ça fait partie des thèmes qu'on abordera plutôt sur la 3e vidéo pour vraiment essayer de garder ici un format qui est relativement court et donc vous permettre vraiment de connecter en fonction de ce que vous recherchez, de ce que vous êtes en capacité ici
aussi d'entendre et d'intégrer, parce que pour pouvoir redéfinir un contour, qu'il soit intérieur ou extérieur, il faut pouvoir être prêt à recevoir ce genre de message. Donc vraiment, vous vous sentez ici libre de piocher ce qui vous parle, et puis vous vous souviendrez toujours que c'est, encore une fois, c'est notre point de vue, c'est notre vérité. Elle n'est pas universelle, elle n'est pas absolue, elle évoluera toujours avec le temps, et donc évidemment on est toujours nous-mêmes dans cette même, on va dire, éthique de toujours recontrôler, ajuster, nuancer lorsque cela est nécessaire. Et puis effectivement, on a toujours en tête aussi que ce qui est valable à un instant T, et donc l'exemple des familles d'âmes est assez ici parlant, hein. On aurait tout à fait pu ici acheter quelque part le concept des 13 familles et ne jamais se positionner ou se reposer la question de savoir si ça évoluait. Donc ça, spontanément, on le fera tout le temps. Et donc, si on sent qu'il y a des choses qui évoluent, évidemment, on fera ici d'autres publications au travers de nos travaux. Mais voilà, après, chacun est libre de croire, de ressentir ce qui est juste ou pas, et ce qui est juste à un instant T peut ne plus pleinement l'être à un certain moment ici de votre chemin. Et ce que vous ressentez être la vérité peut évidemment se refiltrer avec votre propre vérité et toujours avec votre propre point de vue. Ça, c'est la force aussi du discernement individuel. Donc, on vous encouragera toujours à nous remettre en question. Ça, c'est vraiment une clé aussi. Rien n'est jamais figé. L'univers est en permanence expansion, tout comme notre énergie. Donc c'est tout à fait logique de raisonner de cette manière-là. Alors, on va commencer, comme je le fais pour les guidances, on va commencer à la nouvelle lune, qui est un redémarrage de cycle qui est collectif, hein. Une nouvelle lune, c'est celle finalement qui va rentrer dans cette phase de renaissance de la lune dans notre ciel. Et donc là, on a 4 familles qui sont particulièrement impulsées par la nouvelle lune. Alors la première des familles, c'est les âmes que l'on appelle de la communication, ou les communicants. Vous choisissez ici votre sémantique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une vibration dans les colorations en tout cas de cette âme? La fonction principale en fait de ces familles, c'est de diffuser, de transmettre, de porter aussi à l'intérieur d'eux ce que l'on appelle la vibration d'amour en fait. L'amour est bien moins une émotion qu'une vibration, et donc effectivement ce sont en général des personnes qui ont une fibre très artistique, qui ont un besoin en tout cas de diffuser quelque chose par ce qu'elles produisent. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'artistes qui sont âmes de la communication, parce que ça peut être de transmettre ces vibrations. Alors ça peut être des vibrations d'amour, c'est en tout cas dans l'authenticité de leur âme, c'est le souhait recherché au départ. Mais évidemment, pour pouvoir diffuser cette vibration d'amour, il y a tout un travail à faire pour aller chercher celle-ci à l'intérieur de soi. Et donc c'est pour ça qu'on va se retrouver en face d'artistes qui vont souhaiter ici diffuser peut-être un autre message, mais qui est en résonance de fait avec leur intérieur, et qui n'est peut-être pas ici pleinement au point d'équilibre. Mais la fonction, si je puis dire, c'est vibration de l'amour. La réalité de ce qu'ils incarnent, c'est de diffuser quelque chose. Alors, ça ne sera pas toujours de l'amour, évidemment. Donc, effectivement, ils ont comme ça cet appel de l'âme à travailler autour de l'art, à le faire transiter, à le mettre ici dans une certaine forme. Et donc leur plus gros challenge en fait, c'est de justement pouvoir aller chercher ici cette fibre à l'intérieur d'eux. Il y a beaucoup d'âmes de la communication par exemple qui s'ignorent, ou qui le font mais plutôt au travers d'un hobby. Donc évidemment, quand ils sont dans cette partie-là de leur réalisation, ils se sentent vraiment fort portés ici. Et parfois, ils passent à côté, en fait. Donc de fait, ça peut être effectivement ici une souffrance de quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi et que l'on n'arrive pas justement ici à transmettre
On peut ne pas oser, par exemple, parce que c'est vrai qu'on se fait une idée de ce qu'est l'art. Hein. Donc, c'est pas qu'il ne serait pas attiré par des choses, mais il faudra passer ce premier cap qui est de reconnaître déjà que c'est à l'intérieur de soi, de dépasser peut-être la peur d'aller créer quelque chose par soi-même, de peut-être se sentir en compétition dans la notion d'art. Il y a tellement d'arts différents, de ne peut-être pas choisir ou savoir choisir ce qui nous attire, et puis à l'inverse de ne peut-être pas se sentir assez capable de le faire. Pour autant, ça restera toujours à l'intérieur d'eux une possible frustration. Donc, ils ont vraiment besoin de cette expression. Une des raisons principales qui fait que certains peuvent avoir donc son âme de la communication, mais ont très peur en fait d'aller vers cette part d'eux-mêmes, c'est souvent parce que ces âmes comme ça de la communication ont un fort besoin d'ancrage en fait, par rapport notamment à la difficulté que peut représenter ici la manifestation d'abondance. Et notamment l'abondance financière, là pour le coup, puisque l'abondance a différentes formes, mais leur challenge, il va être sur l'abondance financière. Comment je peux vivre, en fait, de mon art? Et souvent, ce sont des âmes qui ont vécu, justement, dans l'opposé de cette abondance matérielle, donc qui ont pu être dans des incarnations très démunies, ne pas être en sécurité sur le plan matériel. Et donc, c'est souvent une des premières clés ici qu'il faut aller lever, parce qu'il y a comme une absence d'autorisation d'aller vers cette voie-là, parce qu'un mental qui vient ici nous rappeler que c'est quelque part le chemin ici de quasiment de la pauvreté, de la misère possiblement. En tout cas, c'est très très ancré ici à l'intérieur d'eux. Donc il y a une question de capacité, mais qui est souvent, on va dire, contrainte, donc comme des excuses en fait que l'on se trouve, alors que intrinsèquement, c'est la peur surtout de ne pas réussir, de ne pas pouvoir justement ici être dans l'aisance matérielle, et donc ils vont en faire davantage ici un hobby que réellement un art de vivre en fait. Donc ça, c'est pour les âmes de la communication. Pour l'autre famille d'âmes qui est associée à la nouvelle lune, donc là on va passer sur les passeurs. Alors là, les passeurs, ce sont des âmes qui initialement sont une sous-faction, en fait, se sont détachées des guérisseurs en fait. Donc il y avait une grande famille comme ça de guérisseurs qui a créé au fur et à mesure des besoins justement des espèces de groupes en fait qui se sont détachés et qui ont recréé comme ça une famille. Ça c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le livre de Marie-Lise Labonté et on le ressent comme étant exactement la manière dont cela se produit. Donc effectivement ils ont ce fluide de la guérison à l'intérieur d'eux et donc comme d'autres familles qui se sont créées à l'extérieur des guérisseurs. Donc ils le portent, mais ils l'orientent en fait d'une autre façon que le spectre parfois très large que peut avoir ici un guérisseur. Donc eux, en fait, dans la fonction spécifique qu'ils occupent dans l'incarnation, ils sont là pour créer vraiment, comme le nom l'indique, des passages. Donc spontanément, et on va dire le chemin le plus court pour se faire une idée de ce qu'est un passeur, c'est notamment celui qui va aider ici une âme du plan incarné à passer au plan désincarné en toute sécurité, donc ne pas se retrouver comme ça bloqué sur le plan dimensionnel, voire on va dire peut-être bloqué sur le bas astral. Donc ça, effectivement, ce sont des choses que le passeur va pouvoir réaliser. Mais si on ne le cantonne qu'à ce rôle, c'est très réducteur. En fait, le passeur, c'est celui qui travaille justement à tout ce qui est nettoyage énergétique au sens large. Il va avoir cette capacité à être toujours ici entre deux mondes, si je puis dire. Donc vraiment dans un pied en fait dans le plan matière et un pied dans un autre monde, quelle que soit ici la dimension dans laquelle il opère. Donc il peut tout à fait ici travailler évidemment au passage d'âme, mais dans le sens dimensionnel du terme, donc servir ici de gardien sur les différents plans d'élévation. Et par exemple, c'est tout à fait ici ce rôle que va avoir Stéma lorsque l'on travaille en duo. Je vais travailler ici à la guérison pour que
l'âme, l'énergie de la personne puisse justement passer ici pleinement sur un plan dimensionnel, et lui va aller créer ici ce passage. Donc effectivement, ce voyage entre guillemets entre les mondes, c'est ici l'une des fonctions du passeur, et donc il a cette possibilité de pouvoir réaliser cela. Ce sont des âmes qui sont assez fortes, en fait elles ont beaucoup de puissance à l'intérieur d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir évidemment transiter comme ça d'un plan à l'autre tout en restant sur le plan terrestre, si je peux dire, il faut forcément ici faire preuve d'une puissance intérieure, d'une autorité aussi sur le plan énergétique, parce que forcément, pour sécuriser un passage, il va falloir ici se poser vraiment alors pas comme un gardien, mais vraiment dans une autorité d'aller négocier aussi, parce que quand on passe comme ça d'un plan à l'autre, parfois il y a des gardiens de seuil, etc. Donc énergétiquement, il y a une autorité ici à appuyer, des règles à faire respecter, et donc ça c'est vraiment le job du passeur, et d'assurer la protection aussi comme ça des énergies qui sont accompagnées d'un plan à un autre. Les passeurs ont également une très grande particularité, donc si par exemple vous posez la question de savoir si vous êtes passeur, le passeur c'est forcément un dragonnier. Donc en fait un passeur a et porte cette énergie du dragonnier, donc cette magie des dragons, et il a lui-même, dans le cadre de son incarnation, il a toujours un dragon qui l'accompagne et qui le suit comme ça d'incarnation en incarnation, de plan dimensionnel à plan dimensionnel. Et donc, et ça, on l'a vérifié dans 100% des cas. Alors, le passeur peut l'ignorer, c'est-à-dire que vous pourriez tout à fait commencer à vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, et ne pas avoir justement ici repéré ce phénomène. Mais voilà, nous, quand on se connecte et qu'on travaille ici avec votre énergie, on a l'information ici de la famille d'âme qui arrive automatiquement par rapport à l'énergie, à la connexion que l'on établit avec la vôtre. Et un des moyens de double contrôler lorsque l'on est en face d'un passeur, c'est tout de suite, immédiatement, d'aller identifier son dragon en fait. Donc ça, c'est très important pour l'équilibre aussi émotionnel d'ailleurs du passeur, d'activer ses capacités de dragonnier. Ça fait partie ici de son point d'équilibre. Il en a autant besoin pour sa protection, donc pour assurer quelque part sa fonction, que pour ici vraiment incarner sa pleine puissance. Ce côté magie du dragon, ça fait partie vraiment du premier point sur lequel il faut vraiment aller s'appuyer. Alors pour plein de raisons, il peut avoir été dissocié d'ailleurs de son dragon, ça pourrait arriver, ça fait partie des blessures de l'âme, du karma, etc. Et donc, c'est immédiatement ce que l'on doit en priorité aller recréer. Après, évidemment, un premier nettoyage énergétique, mais il faut, pour pouvoir aller stabiliser l'énergie du passeur, aller recréer ici ce lien avec le dragon et commencer à l'initier le plus rapidement possible dans cette magie en fait qu'il doit récupérer. Alors ça, c'est pour les passeurs. On a deux autres familles qui sont assez proches, qui sont reliées à la nouvelle lune. Donc on va commencer par les gardiens. Alors les gardiens, Marie-Lise Labonté les appelle les guerriers. Et ça, je vous l'explique dans la première vidéo. Pour nous, il y a une mutation énergétique au niveau des gardiens, et donc des gardiens guérisseurs qui sont en association ici sur l'énergie. Et donc, on explique cela par le fait que, donc pour nous, c'est un retour en fait à l'énergie originelle du gardien, et donc à sa fonction, on va dire première, lorsqu'ils se sont ici organisés pour pouvoir incarner le plan terrestre. La différence entre un gardien et un guerrier, c'est qu'un gardien, il ne prend pas part à la bataille, alors qu'à un moment donné, l'énergie du gardien, pour nous, a été détournée. Et donc, quelque part, on a obligé ces âmes à prendre une position. Donc, soit une position, on va dire, de travailler du côté ici de ce que l'on appelle les forces de l'ombre, soit effectivement de venir soutenir ici le parfait opposé dans les forces dites de lumière. Mais le gardien, quelque part, a été dérouté ici de son énergie première, qui était sa position en dehors ici de la dualité. Donc évidemment, ça a créé pour ces âmes-là beaucoup de karma. Voilà, je ne vais pas vous dire le contraire, une énergie
Une énergie gardienne, c'est une énergie qui a besoin d'énormément travailler ici ses mémoires. Il va ressentir des grandes souffrances à l'intérieur de lui. C'est un besoin permanent ici de se positionner souvent dans une énergie de justice, voire de justicier. Donc il va très rapidement rentrer en opposition. Alors, cette partie-là, elle a commencé à s'apaiser de façon très inconsciente. Donc on va dire une énergie ici, une puissance alors de feu, mais aussi de destruction d'ailleurs. Dans l'énergie du guerrier, il y avait beaucoup d'énergie de destruction qu'on a vu clairement ici diminuer au passage de cette mutation. Mais il n'empêche que, bien qu'elle ait diminué, recréer ce point d'équilibre et donc retrouver quelque part la paix intérieure, sortir de la dualité, va forcément ici passer par un très très gros nettoyage conscient au niveau du karma, des mémoires limitantes. Ce sont des âmes qui ont été beaucoup sacrifiées quand même, il faut se le dire, dans ces jeux de dualité, de polarité, et donc elles ont besoin aussi d'être réparées. Il n'est pas exclu qu'il y ait notamment chez les gardiens des recouvrements d'âme, par exemple. Pour certains, il y a des refus de croissance aussi spirituels, c'est-à-dire qu'ils ressentent, et c'est au niveau de l'âme ici, donc ça a forcément des impacts sur le monde physique, mais au niveau de l'âme, quand on communique avec ces âmes, le retour à la sagesse en fait est difficile. C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion au niveau de l'âme sur ce qui doit être fait. Et ils ont besoin ici d'être rétablis en fait dans leur autorité. On est vraiment dans l'ordre, on pourrait appeler ça vraiment la justice divine. Ils en ont besoin en fait pour pouvoir justement ici reprendre place dans leur autorité initiale et donc dans leur pleine sagesse. Et donc là on a des parcours qui pourraient être évidemment pour les gardiens assez douloureux, notamment sur les premiers mois, parce qu'il va falloir évacuer comme ça beaucoup d'émotions engrangées au niveau de l'âme. Après, ce qu'il est important de se rappeler, puisque c'est, en tout cas nous c'est comme ça qu'on approche les parcours, on ne va pas regarder en fait tous les karmas, on va rechercher le point d'origine, parce qu'il y a toujours un point de bascule en fait, quelle que soit notre âme, il y a toujours ce point de bascule qui précède la polarité en fait, parce que on n'a pas toujours vécu ici dans des mondes de dualité. Donc il y a toujours ce point de bascule où c'est comme si l'univers s'était séparé en deux et qu'il y a eu à un moment donné le bien et le mal. Et donc on a ici travaillé après dans un champ d'expérience, on a été tour à tour l'ombre et tour à tour la lumière. C'est pour ça que c'est toujours important de rester en dehors de tout jugement par rapport notamment aux situations physiques que l'on vit, parce qu'on pourrait être ici le plus grand des saints et avoir été le plus grand des bourreaux dans l'incarnation précédente. Donc vous voyez, c'est toujours compliqué de fait de positionner le bien et le mal quand on a compris qu'on avait joué comme ça tous les rôles. Mais effectivement, il y aurait un grand nettoyage ici à faire pour les gardiens, mais en repassant par le point originel, donc le moment où ils sont devenus guerriers quelque part, ici on peut vraiment faire un très très gros nettoyage quasiment une seule fois. Ça nécessite probablement des guérisons préalables pour rendre ce point en fait dimensionnel au niveau de l'âme accessible. Mais bon, écoutez, jusqu'à présent en tout cas, c'est pas quelque chose que l'on ne peut pas dépasser et donc on n'est pas dans l'obligation ici de rester dans cette souffrance à l'intérieur de soi. On a quelque chose d'assez similaire ici avec les gardiens guérisseurs, à l'exception près ici, c'est que ils ont, alors j'allais dire la double peine un petit peu, parce que en fait les gardiens guérisseurs, ils ont comme ça une énergie de diviser un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont ce côté guerrier, donc la partie guerrière qu'il va falloir ici aller nettoyer pour repositionner ici en pleine sagesse le rôle de protecteur, puisque c'est au départ de cette manière-là qu'ils doivent être perçus. Ce sont des protecteurs des fluides de guérison, et donc ça fait partie de la fonction primordiale au départ. Et de fait, ils se sont mis vraiment dans la bataille pour pouvoir protéger cela. Donc, ils ont un peu ce principe de double peine. Pourquoi ? Parce qu'ils portent aussi malgré tout le fluide de guérison. Donc, ils ont des capacités aussi de pouvoir ici exercer. Donc,
quelle que soit après la forme que prendra la guérison, ils peuvent tout à fait ici réaliser des soins, etc. Et donc, effectivement, il n'est pas exclu qu'ici, il y ait un travail de double mémoire, c'est-à-dire qu'en étant gardien guérisseur, il y a d'une part de l'énergie guerrière à aller nettoyer, mais il y a aussi toute la persécution des guérisseurs à aller aussi nettoyer. Donc, on est vraiment ici sur des énergies qui ont besoin de retrouver vraiment une intégrité dans un rôle, dans une fonction. On en connaît quelques-uns et c'est vraiment ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils regardent souvent les autres avec un regard, un envie par rapport à un éveil, par rapport à des choses que eux-mêmes souhaiteraient pouvoir réaliser et toujours ce sentiment de ne pas trouver leur place en fait. Donc là, je vous dis ça parce que je le vois plutôt dans la sphère privée, mais on n'en a pas forcément ici en coaching direct, on va dire, mais c'est vraiment cette note qui résonne dans la vie privée. Donc, cette difficulté, voilà, à trouver le comment je peux être pleinement moi et où est mon point d'équilibre. Et donc, il faut vraiment ici travailler avec eux ce point d'équilibre, leur montrer qu'ils ont une place, qu'ils ont une fonction, ils ont parfois ces sautes d'humeur qui sont celles des guerriers, clairement. Ils ont parfois ces doutes qui sont ceux du guérisseur. Et donc, la justesse se trouvera évidemment toujours au milieu. Mais dès lors, en fait, qu'ils commencent à rendre de plus en plus conscients les processus énergétiques, c'est des choses qui vont aussi assez vite avec eux parce que, quelque part, en ayant justement, malgré tout, cette part de guérison, ils savent en fait au fond d'eux que quelque chose d'autre existe et qu'ils ont des capacités malgré tout. Donc à l'inverse par exemple des gardiens où eux ils sont vraiment dans ce besoin de protéger seulement pleinement et de pouvoir ici se positionner en termes d'autorité, ils ont moins la pratique entre guillemets de la guérison qui va venir adoucir en fait ici on va dire comment je vais vous dire ça, la conscience en fait, vous voyez, c'est vraiment dans l'idée de la conscience. Est-ce que j'ai une âme, est-ce que j'ai une conscience? Ça, ce sont des choses très existentielles en fait quand on démarre un parcours. Est-ce que je peux y croire? C'est souvent ça aussi, est-ce que je peux y croire? Un gardien guérisseur, à la différence d'un gardien, c'est que lui en fait, il va pouvoir savoir faire concrètement des choses, notamment avec ses mains, donc il va plus facilement pouvoir croire. C'est pas le cas du gardien en fait. Donc effectivement, on n'est pas tout à fait non plus sur les mêmes challenges, mais ils ont quand même ici clairement des points communs. Alors, on va suivre la phase de la lune. Donc après la nouvelle lune, on a le premier croissant. Et ici, on a l'énergie des maîtres en fait. Alors qu'est-ce que c'est un maître? Alors un maître déjà, ça paraît impressionnant. Alors les maîtres, j'aurais pu le faire au début de la chaîne, mais moi par exemple, ils m'impressionnaient dans leur énergie et donc je me sentais pas forcément ici légitime à le faire. Aussi parce que dans la vie physique, j'en avais pas rencontré. Donc je savais pas trop en fait, je savais pas trop, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Et ma première idée c'était de me dire, mais en fait, s'il y a des maîtres, ils n'auraient pas besoin de moi en fait. C'était vraiment ça au démarrage. Je me disais, ok, ils sont là. Non, mais forcément, eux, dans leur énergie, c'est pas possible avec cette puissance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ils rayonnent de force, ils rayonnent de sagesse. Ils sont forcément conscients. Donc, ils n'ont pas besoin ici que je vienne leur apporter mon soutien, mon aide, ma guidance. J'avais cette impression, en tout cas au départ, que ce serait pas forcément inutile. C'était pas dans le côté inutile, mais c'était dans le côté, alors là pour le coup c'est probablement dans un excès d'humilité. Je me disais bon, ils n'ont pas grand chose à apprendre de moi en fait, c'était vraiment ce côté là, donc je vais me concentrer plutôt sur les autres familles d'âmes. Et puis donc la chaîne on l'a ouverte en avril, début avril, on a commencé à travailler à l'hiver ici 2022 et voilà, donc on a commencé et à l'été 2022 il se trouve que je me retrouve comme ça dans une situation, donc avec des amis, à rencontrer une nouvelle famille que je ne connaissais pas en fait.
Et donc c'était la première fois que je les rencontrais. Alors j'entendais parfois parler d'eux, mais je ne les avais jamais rencontrés. Et donc on a comme ça fait une rencontre. Et c'était très bizarre parce que, bon, évidemment, donc j'ai accroché tout de suite avec ce couple, et notamment avec la jeune femme. Et donc voilà, donc on se met comme ça un petit peu à parler. Et puis on me pose des questions. Donc lui était plutôt porté voilà, sur tout ce qui est énergétique et tout ça, ça lui parlait. Donc je me sens un petit peu en confiance aussi pour parler voilà, de ce que l'on pouvait faire avec Stéma. Et je la vois rester un petit peu sur la réserve et tout ça, mais elle était très attentive, mais elle restait un petit peu sur la réserve. On a eu 2-3 apartés toutes les deux et tout ça. Et puis donc on se quitte, voilà, la réunion entre amis, entre guillemets, se termine. Et quelques semaines plus tard, en fait, elle m'envoie un message et donc il m'invite en fait à prendre l'apéritif chez eux. Et là, donc, de personnes que je ne connaissais pas du tout quelques semaines avant, je me retrouve donc juste avec eux, en fait, le temps d'une soirée. Et là, pour le coup, voilà, donc beaucoup plus à l'aise pour parler de plein de choses et qu'ils n'avaient pas forcément osé évoquer avec nos amis communs. Et donc, voilà, et plus je discute avec elle, en fait, et plus je sens le courant qui passe. Et d'ailleurs, il s'est passé beaucoup de choses cette soirée-là, assez particulière, si je puis dire. Et donc, au moment de partir, je lui dis, est-ce que tu te rends compte que tu as cette grande puissance à l'intérieur de toi? Et puis là, évidemment, elle a beaucoup d'émotions qui remontent. Et donc, je comprends à ce moment-là que je suis en face justement d'une âme maître qui, justement, ne se sent ni légitime, ni en possibilité, en fait, d'aller se chercher. Et donc, je rentre à la maison et le lendemain, donc on était avec Stéma et je lui dis, écoute, je crois qu'il va falloir que je revoie ma position sur les maîtres. Alors évidemment, je lui demande à ce qu'on fasse un tour énergétique sur cette personne. Je lui dis, voilà, est-ce que tu peux m'aider à vérifier ce que je pense avoir perçu? Et puis il me dit, oui, évidemment, c'est une âme maître. Donc voilà, et donc de fait, j'ai revu ma copie et j'ai commencé à travailler comme ça autour de cette énergie-là. Donc les âmes maîtres, c'est évidemment ici, ce sont des énergies très puissantes, beaucoup de force, beaucoup de sagesse. Leur fonction, elle est clé parce que ce sont des âmes qui ont choisi de venir porter une responsabilité, d'opérer des changements sociétaux, donc vraiment de reconstruire des choses de manière ici à créer des fondations beaucoup plus solides dans nos modes de fonctionnement, dans nos modes de vie. Ce ne sont pas forcément tous des futurs, je ne sais pas, présidents, présidentes, si tant est qu'on en ait besoin, mais en tout cas pas sur les modèles actuels, vous voyez, c'est pas du tout ça. Ils vont pas, alors ils pourraient passer par devenir, je sais pas, maître de leur ville, etc. Mais c'est pas forcément dans cette manière-là en fait, parce que déjà ça c'est très limitant, c'est très enfermant. Ils sont vraiment là pour réinventer des codes, en fait, des codes de société, des règles de vie, du fonctionnement que l'on devrait tous avoir les uns avec les autres. Et donc effectivement, vous comprendrez à quel point ils sont sous cloche. Parce que si tous les maîtres se réveillaient, vous comprenez bien qu'il y aurait une bascule beaucoup plus rapidement que ce que l'on imagine. Et donc effectivement, ils sont comme ça dans des phases très intérieures. Ils ont des envies. C'est vraiment ce que j'ai vu chez cette personne lorsqu'elle était en face de moi. Elle avait envie de créer quelque chose. C'était très puissant d'ailleurs à l'intérieur d'elle, mais elle ne se sentait pas légitime de le faire et surtout elle ne comprenait pas en fait ce qui était provoqué dans certaines situations, dans certaines discussions. Et donc elle a vraiment besoin ici d'aller travailler comme ça sur un parcours. Elle était comme ça, on aurait pu penser gardien parce qu'elle avait ce côté aussi de regarder la société en se disant tout ça c'est injuste. Et donc, spontanément, quand on est dans cette notion de justice ou d'injustice, c'est vrai qu'on va plutôt ici se dire, tiens, ce sont des gardiens ou des gardiens guérisseurs qui ont cette même vibration face à l'injustice. Mais ils ont vraiment une autre façon de le faire. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire que c'est injuste, mais ils vont percevoir que ça peut être fait différemment. À l'inverse ici d'un gardien qui, lui, va dire c'est injuste et il a juste envie de foncer dans le tas. Donc, on n'est pas du tout sur le même type de raisonnement.
Ce sont des personnes qui spontanément vont être à l'extérieur ici de tout jugement. Elles savent immédiatement replacer les choses au centre, mais elles vont dire non, ça c'est injuste. Par contre, il y a un chemin pour pouvoir faire les choses différemment. Il y a une possibilité de voir les choses sous un autre angle, de les organiser d'une autre façon. Donc ils ont tout de suite une vision en fait, ils connectent tout de suite à une vision de comment corriger en fait un événement qui leur paraît ici déséquilibré. Ce sont des personnes qui ont du charisme et c'est de façon très douce, c'est-à-dire qu'ils ont une autorité très naturelle, ils vont inspirer beaucoup confiance d'ailleurs, en leur présence on ressent énormément de bienveillance, donc on va ressentir tout de suite dans leur énergie quelque chose de... Alors, encore une fois, c'est de la bienveillance, mais dans la force, hein, c'est de la confiance, de se dire que rien n'est jamais perdu, donc ils vont pouvoir même l'exprimer d'ailleurs de cette manière-là, mais on le sent aussi dans la vibration de leur âme. Il y a comme ça une grande douceur qui se met en route dans les échanges que l'on peut avoir avec un maître. Ils sont quand même plutôt réservés en fait au départ, donc ce ne sont pas des personnes qui sont abordables facilement. Ils sont très intimistes dans leur relation et donc ils vont se dévoiler, mais vraiment dans un certain cadre et dans certaines conditions. Ils ne vivent pas forcément à l'écart, hein, mais voilà, ils ne sont pas non plus, vous ne les retrouverez pas au milieu d'une grande foule, pas du tout leur énergie. Ils vont être plutôt dans des phases d'observation, ils vont se positionner à l'extérieur d'une foule et ils vont l'observer. Ils ne vont pas aller se mettre comme ça dans un combat, vous ne les trouverez pas dans des manifestations, ce genre de choses, pas du tout dans des revendications, c'est pas du tout leur mode de fonctionnement. Mais par contre, ils sont dans cette interrogation, vous les retrouverez facilement dans des situations physiques, à aller interroger par exemple l'administration sur une contradiction. S'ils ont des enfants, ils vont rapidement se positionner dans le milieu scolaire, pas pour défendre les intérêts de leurs enfants, mais pour poser des questions par rapport à l'intérêt de l'enfant. Ils sont toujours au-dessus en fait de leur intérêt individuel. Donc ça, c'est quand même des bonnes indications pour savoir si on est une âme maître ou pas. Et cette sagesse, elle est brute en fait, elle n'est pas travaillée. C'est pas, ils n'ont pas connecté à des enseignements. C'est juste en eux en fait. Ils n'ont pas navigué dans différents milieux pour justement travailler je sais pas, développer comme ça leur perception extrasensorielle et tout. Pas du tout. Ils sont à l'extérieur en fait de ça. C'est juste en eux, tout simplement. Donc vous les croisez, c'est en eux en fait. Donc ça peut vraiment donner une indication. Et alors, est-ce qu'ils sont nombreux? Moi, je pense qu'ils le sont assez, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup plus de maîtres qu'on ne le croit. Et c'est vrai qu'en fait, avec le courant New Age, on a tendance à voir le maître, on va dire, je sais pas, maître Bouddha, on va mettre Jésus derrière maître, etc. Souvent, on met maître et on accole ascensionné en plus. Et donc, finalement, c'est ça qui fait perdre le sens des choses et donc qui nous fait vraiment ici rater la possibilité de se découvrir justement dans cette coloration de l'âme. J'espère en tout cas, et j'écoute ici beaucoup comme ça les gens autour de moi parce que j'espère en détecter plus. On en a quand même croisé quelques-uns, hein, donc c'est pour ça que je pense que c'est bien moins rare que ce que l'on ne croit. Mais voilà, donc ils sont vraiment clés ici pour l'élévation collective, puisque effectivement, sans eux, les points de bascule, ils vont être beaucoup plus longs. En tout cas, on aurait une force ici, une puissance de frappe, si je peux l'appeler comme ça, à créer des modèles disruptifs si effectivement on avait plus de maîtres qui rentraient dans le jeu conscient, en fait. Donc on l'espère. Moi, j'envoie des vibrations à chaque fois que je fais la guidance des âmes maîtres, un maximum ici pour aller les attirer dans les messages et les aider vraiment ici à connecter à leurs vibrations. Ensuite, on a deux autres familles qui sont sur le premier quartier lunaire. Donc, on a les oracles et on a les bâtisseurs. Alors, les oracles, c'est une famille qui n'existait plus. Elle a été comme ça. Alors, elle était initialement, ça faisait partie des colorations des âmes. Hein, mais effectivement, c'est une famille qui a été... dissimulées, en tout cas ce sont des âmes qui se sont dissimulées, elles ont rejoint d'autres familles parce qu'elles n'avaient plus de possibilité ici de venir tout simplement opérer
en tout cas pas en étant ici en sécurité, si je puis dire. Ce sont des consciences et des âmes en fait qui sont abîmées. Elles ont beaucoup servi ici justement les forces qui bataillaient. Parce que elles ont ici des capacités, notamment dans tout ce qui a trait à des lignes de temps. Et donc, elles peuvent projeter comme ça des futurs potentiels, adresser des probabilités. Et donc, elles ont beaucoup été utilisées de cette manière-là. Vous imaginez bien l'intérêt d'un oracle lorsque l'on mène une bataille. Et donc, effectivement, tout cela a été mal exploité. Le problème de la mauvaise exploitation, c'est que déjà, il faut vous imaginer, vous projeter comme ça dans des lignes de temps, essayer de voir un peu comment pourrait se dérouler une bataille. Vous allez recevoir des images assez difficiles, hein, parce que forcément, vous vous projetez dans toutes les possibilités, et puis il y a des fois où c'est des massacres. Ça se passe rarement bien dans une bataille, donc on va rarement voir une issue 100% positive et propre. Donc, de toute façon, leurs âmes se sont comme ça nourries de vibrations très dures. Et donc, effectivement, ce sont des âmes en souffrance. Il y a une grande souffrance chez ces âmes. Il y a une grande souffrance parce qu'elles ont aussi beaucoup travaillé comme ça, je vais dire du côté de l'ombre. En tout cas, c'est de cette manière-là qu'elles le ressentent. Parce que c'est vrai que même si on se positionne, entre guillemets, du côté de la lumière, on s'oppose quand même à une autre force. Donc, on est de toute façon dans les énergies de dualité. Donc, en fait, ces âmes ont beaucoup souffert de ces énergies de dualité. Elles ont pu effectivement, notamment au cours de leur incarnation, être énormément sacrifiées. Donc, beaucoup de morts violentes, etc. Et donc, tout ça, ça laisse évidemment des mémoires au niveau de l'âme. Donc, évidemment, ici, on va être sur des gros parcours de guérison. Si vous avez une âme oracle, c'est en plus, avec le changement énergétique, vous avez de fait vécu un passage d'une famille à une autre qui peut s'être plus ou moins bien passé. C'est un peu la problématique ici des passages sur la famille des oracles. Parce que effectivement, on n'est pas sur une faction qui se recrée ou on n'est pas sur une fonction qui se réharmonise. On est vraiment sur une famille d'âmes qui a été totalement dispersée et qui se réunit avec notamment comme des cloches énergétiques, des limitations fortes qui ont été mises au passage. Donc il y a vraiment un très très gros nettoyage ici qu'il est nécessaire de faire pour recompléter aussi l'âme déjà et pour reconnecter ici à la conscience, puisqu'en général il y a une coupure également qui a été opérée. Donc il y a vraiment une remise dans l'axe qui est importante et qui prend énormément de temps, notamment parce que ce sont des capacités très techniques qu'elles ont. Donc si en plus elles voulaient développer leur potentiel, il y a des gros passages ici à recréer pour récupérer des ressources très ancestrales, hein, mais qu'on n'utilise plus du tout. Et donc, de fait, il faut, encore une fois, le plein axe est la clé pour aller récupérer ces ressources. Là, on ne pourrait même pas dire qu'on a beaucoup d'aide à notre disposition lorsque l'on est une âme oracle pour venir nous aider à réapprendre tout ça. Alors, il y en a parce que, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est pas parce que l'on est une âme oracle par exemple que l'on n'a pas de fait testé d'autres choses. Et je vais donner l'exemple des guérisseurs par exemple. Moi en l'occurrence j'ai des mémoires ici de travaux effectués avec des oracles. Donc il y a quand même d'autres âmes qui sont venues soutenir dans certaines incarnations d'autres énergies que les leurs en fait, hein. On travaille beaucoup entre familles, donc il y a quand même ici des informations qui sont connectables en fait. Et donc j'avais notamment une question qui avait été posée, est-ce qu'on peut être guérisseur et chaman? En fait non, on est une famille d'âmes. Donc notre énergie appartient à une famille d'âmes, mais on peut tout à fait être guérisseur et utiliser les énergies chamaniques. Tout comme on peut être guérisseur et projeter ici, avec ici des expériences qui ont été réalisées avec les oracles, on a des ressources d'utilisation des lignes de temps. Donc ça en fait c'est pas... il n'y a aucune règle ici. On peut avoir été initié sur certaines compétences, puisque là, dans ce cadre-là, ce seraient des compétences, tout en gardant son intégrité dans la couleur d'âme. Donc effectivement, il y a des gros challenges sur les énergies oracles. Mais encore une fois, on en voit, hein, donc, et on les voit réémerger.
on en a eu en consultation. Donc ce sont de très belles énergies qui ont vraiment besoin ici de soutien pour pouvoir se redéployer tout simplement. Les bâtisseurs, donc c'est comme les oracles en fait, hein, ce sont des familles qui ont réémergé. À la différence près, c'est que, alors, beaucoup de bâtisseurs, mais c'est pareil, il n'y a pas de règle ici, hein. Il y a certains bâtisseurs qui réémergent d'autres familles d'âmes, mais la plupart des bâtisseurs étaient relogés dans la famille d'âmes des mécaniciens. Donc ici, ils se sont regroupés, mais ils n'étaient pas, s'ils étaient avec les mécaniciens, ils n'étaient pas très loin en fait de leur fonction originelle. Donc il y a un point de rupture qui est moins intense et moins fort. Et d'ailleurs les bâtisseurs sont ici en pleine collaboration avec les énergies mécaniciennes et les piliers. Donc ici, si la synergie entre guillemets était déjà présente parce qu'ils étaient au moment de la redivision des âmes il y a 18 mois environ dans la famille des mécaniciens, le choc identitaire est un petit peu moins violent. Mais il pourrait avoir été dans une autre famille, et on a notamment le cas des piliers, puisque les mécaniciens travaillent avec les piliers, donc les bâtisseurs se sont un petit peu redivisés aussi sur ces différentes catégories. C'est juste un tout petit peu moins relié avec les piliers, donc effectivement le passage de l'un à l'autre pourrait créer un petit peu plus de perturbations énergétiques. La fonction première des bâtisseurs donc, avait disparu aussi, c'était tout ce qui avait trait à la modification à la construction au départ, mais donc maintenant ça sous-entendrait la modification des systèmes énergétiques dans leur création, dans l'exploitation des ressources. Ce sont ceux qui s'associent avec les mécaniciens qui, eux, si on le voyait, on va donner une situation physique, par exemple, on veut créer un bâtiment, et bien eux, ils vont construire les plans. Et ils vont dire voilà comment l'énergie doit circuler dans le bâtiment, voilà les ressources à notre disposition, voilà ce qu'il faut qu'on utilise, voilà la technologie. Les mécaniciens vont être dans le faire, donc eux ils vont être vraiment à manipuler les matières, à les travailler et donc à construire. Et les piliers vont venir soutenir ici la canalisation énergétique du lieu. Donc c'est vrai que si on avait un trio bâtisseur, mécanicien, pilier, on pourrait tout à fait ici voir une nouvelle structure se créer, avoir une autre façon ici de concevoir les espaces, de concevoir l'habitat par exemple, pourquoi pas, la construction des villes. Quand je dis espace par exemple dans la conception d'un bâtiment, posez-vous la question de savoir si déjà tout autour de nous l'énergie peut circuler correctement. Ça, ce sont des vraies questions en fait. Dès lors qu'on considère que l'énergie est tout autour de nous, est-ce qu'aujourd'hui on exploite finalement l'énergie dans son entièreté ? Est-ce que finalement il n'y a pas des possibilités d'aller canaliser des énergies que l'on ne perçoit pas avec les yeux physiques ? Est-ce que l'énergie n'est pas déjà libre et que c'est tout simplement ici une question de conception ? Eh bien ça, c'est exactement ce à quoi connectent les bâtisseurs. Intrinsèquement, avec Stéma, on est convaincu. Et on a quelques bâtisseurs autour de nous, donc, et on les voit creuser comme ça des idées. Alors c'est très inconscient parce que là je vous parle encore une fois de personnes dans la sphère privée. Ils ne sont pas forcément ici pleinement sur un parcours conscient en tout cas. Mais on les voit s'éveiller en fait. Ils ont des envies qui même ils ne se reconnaissent pas. C'est assez drôle de le voir se produire. Alors on est toujours parti de touche, on plante des petites graines, etc. Mais ils sont en plein processus ici de transformation, toujours. Et certains en fait s'orientent vers l'immobilier, ce qui est vraiment très drôle parce que c'est pas du tout leur métier de base, mais ils se sentent attirés là-dedans. Et donc effectivement, ils ont accès à ces connaissances au travers de l'âme. Donc c'est comme si l'âme était venue quand même au départ, avant de se mettre dans les cycles de réincarnation, avec des vraies compétences et qu'ils n'ont pas pu évidemment mettre en œuvre ou qui s'est arrêté en cours de parcours. Et donc en fait, ils ont quand même tout en eux. Donc de recréer en fait ces portes pour aller chercher en intuition tous ces plans, mais qui sont vraiment dans leur esprit. Ça pourrait aussi, c'est un peu comme les maîtres, ça pourrait vraiment changer la façon de concevoir l'espace et les modes de vie. Donc, alors nous, on est particulièrement ici intéressés évidemment à travailler avec des bâtisseurs parce que on sent que tout cela serait très très puissant. Alors ensuite, on a les 4 familles qui sont reliées à la pleine lune. Donc on a les guérisseurs.
Donc on va commencer par eux. Donc les guérisseurs, c'est la plus grande des familles hein, sur le nombre. Au départ, et c'est pour ça que, et ça a toujours été la plus grande des familles, donc c'est pour ça que souvent vont s'extraire des groupes de cette famille qui est très large, les guérisseurs. Et donc on a notamment, donc on parlait des passeurs, il y a les gardiens guérisseurs, on a également les chamans qui sont issus au départ de la grande famille des guérisseurs, et on a les guérisseurs enseignants. Donc eux, ce sont vraiment les guérisseurs, ils ont gardé ce fluide originel, donc avec un spectre très très large en fait de possibilités de guérison. Ce sont des âmes, donc comme je vous disais, ils peuvent utiliser les énergies chamaniques, ils peuvent aller utiliser évidemment, alors faire des passages d'âme, j'en connais pas beaucoup. Alors peut-être que certains le font, mais de fait ils sont pas passeurs. Et ce qui est bien aussi, c'est que chacun aurait plus de puissance à rester pleinement dans sa fonction. Parce que si on s'initie trop comme ça sur des énergies autres que les nôtres, en tout cas autres que celles que l'on est censé incarner, on détourne aussi un petit peu les rôles et les fonctions, donc ça crée moins de place et d'espace pour celles et ceux qui possiblement devraient le réaliser pour eux-mêmes. Donc on a effectivement dans les guérisseurs différentes possibilités. Alors dans les premières phases d'éveil, d'ailleurs, souvent la première chose à laquelle on se reconnecte, c'est à la nature, hein, c'est dans la capacité ici à utiliser des médecines douces et naturelles, les plantes, les cristaux. On est en capacité quasiment immédiatement d'utiliser évidemment nos mains sans même les avoir travaillées, ça c'est une réalité. Bien que le magnétisme, on le porte tous, hein, mais on peut tout à fait ici utiliser sans vraiment travailler son magnétisme, les mains sont tout de suite activées. Alors elles s'activent évidemment avec le cœur, quand même je vais le dire, mais un guérisseur par exemple, c'est spontanément celui qui va savoir tout de suite guérir son enfant, ou même ressentir le fait que son enfant est malade. Ça se situe un tout petit peu au-delà quand même de l'instinct maternel. Je vous dis ça parce que ça a été une de mes anecdotes, puisqu'effectivement, cette partie-là de moi, de toute façon, s'est réveillée pendant ma grossesse, en fait. Et effectivement, c'est très, très inconscient. Et quand ma fille est née, spontanément, en fait, dès qu'elle était malade, je posais mes mains. Je ne savais pas du tout ce que je faisais, hein, donc, mais bon, voilà. Et donc, elle ne prenait pas de médicaments. Un petit peu de Doliprane de temps en temps, mais c'était vraiment très limité. Et dès qu'elle avait mal quelque part, en fait, mon réflexe très naturel, c'était vraiment de l'instinct, c'était de poser ma main, en fait. Et donc, et je me disais toujours, c'est parce que ça, c'est l'amour de la maman. Donc, voilà, je ne cherchais pas beaucoup plus loin et je me disais, bon, c'est comme ça, toutes les mamans font pareil. Quand un enfant a mal, elle pose la main. Oui, sauf que toutes les mamans ne retirent pas un bleu et que toutes les mamans ne retirent pas la fièvre. Vous voyez, donc il y a quand même ici, quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Et c'est souvent effectivement ce que fait le guérisseur, c'est toujours très instinctif et un guérisseur en général ne veut pas voir. Donc qu'est-ce qui se passe dans le parcours d'un guérisseur et comment on peut vraiment facilement identifier un guérisseur ? C'est celui qui peut déclencher pour lui-même des ennuis de santé, hein, clairement, puisque à ne pas utiliser en fait ce qu'il a à l'intérieur de lui, ça peut créer des problèmes de santé. Et donc ça va l'obliger à s'interroger. Souvent, il ne va pas voir les médecins en plus, un guérisseur, il n'aime pas trop ça. Toujours très méfiant, sans comprendre pourquoi, parce qu'il y en a, tout le monde va voir des médecins, mais toujours réticent à aller faire des examens, etc. Ça, c'est assez typique quand même d'un guérisseur. Et donc, effectivement, à se dire, ça va passer tout seul. Bon. Ou tiens, je vais me faire une tisane et ça va aller. Donc voilà, donc ça, c'est un réflexe qui est quand même assez instinctif chez le guérisseur. Il y a aussi ce côté, effectivement, où il va rencontrer sur sa route souvent des personnes malades, en fait. Alors, on en rencontre tous. C'est plus la manière dont le fait de savoir que quelqu'un est malade résonne en fait avec nous. Et ça nous met dans l'embarras, d'une part, dans l'inquiétude assez rapidement. Et donc spontanément, on va poser beaucoup de questions. Si la personne en face de nous dit qu'elle est malade, notamment si elle a quelque chose de plutôt grave en fait, est-ce que tu as bien regardé toutes les possibilités ? Voilà, donc il y a quand même ce côté où on a ce ressenti que
quelque chose peut toujours être fait, en fait. Il y a toujours, voilà, face à la maladie, il y a toujours cet espoir qui est immédiat et quasiment automatique de c'est forcément quelque chose qui peut être guéri. Parce que, évidemment, en tant que guérisseur, on sait que c'est le cas, donc c'est ce qui revient tout de suite et immédiatement. Après, le challenge du guérisseur, il est très émotionnel, en fait. Souvent, il faut quand même s'imaginer que ces âmes-là ont été l'objet de persécutions. Donc évidemment, le fait de manifester comme ça ses talents, de même se les avouer à lui-même et ensuite de les exposer aux autres, ça va être très difficile pour un guérisseur. Donc on est sur des parcours qui sont très compliqués. On a notamment un point qui est très commun. Le guérisseur, en fait, est très chahuté dans ses émotions parce que c'est ça qui le révèle, en fait. Donc, en fait, on est comme ça dans des gros passages de destruction. En fait, il y a beaucoup de choses qui se détruisent autour de nous. On a un côté très sauveur dans nos relations, c'est-à-dire que au-delà de la guérison physique, le guérisseur, c'est surtout le guérisseur des émotions, le guérisseur de l'âme, le guérisseur de la conscience. Donc en fait, c'est celui qui va se ramasser tous les paumés. Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, donc du coup il a ce côté très sauveur, c'est que tout peut être sauvé. Quelqu'un qui est malade peut guérir. Et donc quel que soit de fait ce dont il a besoin. Et donc quelqu'un par exemple qui est complètement cassé dans son émotionnel, quelqu'un par exemple qui ne sait pas aimer, qui va être voilà, dans des façons de se comporter en fait face à l'autre, qui sont même ici de l'ordre de pas du tout normal. Le guérisseur va toujours trouver la lumière en fait à l'intérieur de la personne. Donc il peut être en face d'une personne très sombre, il va voir le point de lumière. Et la problématique, c'est qu'il va se concentrer sur ce point de lumière et il va faire l'abstraction de tout ce qu'il y a autour. Parce que pour lui, en fait, l'âme peut toujours guérir et la personne peut toujours être sauvée. Donc il se positionne ici, on va dire inconsciemment en sauveur, comme un espèce de baptême du feu. Et finalement, le challenge du guérisseur, ça va être de descendre le plus bas possible pour se retrouver comme ça dans une situation où finalement, il n'aura plus d'autre choix que celui de se révéler, en fait, et de se réveiller quelque part. Donc ça, c'est toujours c'est un parcours qui est très compliqué quand même, le parcours du guérisseur. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'aller si loin. On peut faire cette connexion avant. J'en connais pas beaucoup qui le font quand même, à l'exception, encore une fois, du fait d'avoir des enfants. Avoir des enfants peut vraiment ici révéler le guérisseur, parce que de fait, il n'aura plus besoin d'aller aussi loin dans les ténèbres. L'enfant, finalement, va permettre de mettre en place cette mécanique, notamment si l'âme, en fait, quelque part de l'enfant qui s'incarne, vient se mettre en miroir sur le guérisseur. Donc, si le reflet, finalement, d'âme à âme a été programmé, là, dans ce cas-là, il y a vraiment un angle pour aller rechercher ce point d'équilibre. Alors ensuite, on a les alchimistes fées. Alors ça, ce sont mes gros coups de cœur. Je le dis tout le temps dans leur guidance, donc elles ne seront pas surprises si elles m'écoutent. Alors les alchimistes fées, c'est tout un poème. Les alchimistes fées, ce sont vraiment des énergies, elles ont des vibrations extraordinaires. Alors c'est très tendre, c'est très doux, c'est très bienveillant. Elles pourraient être facilement confondues avec des âmes de la communication parce qu'en fait, elles ont cette fibre de la communication, mais c'est en raison de leur fonction en fait. Ce sont des âmes qui sont très aériennes et d'ailleurs leur challenge c'est l'ancrage. Donc toujours très tournées vers le ciel, elles sont très créatives, elles ont envie de faire toujours plein de choses. Donc elles ont une énergie qui se disperse très très facilement. Une appétence immédiate à aller pacifier des tensions entre les protagonistes. Vous repérez une fée au milieu ici, par exemple d'une réunion familiale, où tout le monde a envie de s'engueuler, et la fée, elle va aller ménager la chèvre et le chou partout. Non, il faut que ça se passe bien, donc elles sont comme ça dans des groupes à essayer systématiquement de recréer l'unité. Ce qu'elles font en réalité, c'est qu'elles cherchent à recréer l'unité à l'intérieur d'elles-mêmes, et donc elles sont toujours le regard tourné en haut, et donc le fait d'aller justement dans des situations matérielles comme ça, où il faut apaiser, pacifier, ça les oblige en fait à revenir dans la matière et dans le concret,
parce qu'elles souffrent en fait de, on va dire, ces vibrations négatives. Donc voilà, ce besoin-là d'aller faire que tout le monde s'entende bien, etc. En fait, c'est vraiment pour relier deux parts d'elles-mêmes et ce sont vraiment ces reflets-là qui sont touchés. Comme elles sont beaucoup dans les émotions, elles vont être au-delà de l'ancrage. Et donc leur challenge, c'est aussi l'équilibre émotionnel. Elles vont aussi avoir cette tendance parfois à se sacrifier, notamment par rapport à la famille, hein. Elles veulent que ça se passe bien, elles veulent être estimées et en fait elles ont assez peu finalement d'estime d'elles-mêmes. Elles sont beaucoup dans le doute. Elles vont souffrir dans leur parcours du syndrome de l'imposteur avec beaucoup de force, par exemple. Je suis pas capable, alors qu'elles savent faire énormément de choses, hein, mais elles sont souvent, comme elles sont beaucoup tournées vers l'extérieur, le passage il est intérieur pour pouvoir retourner vers l'extérieur, et tant qu'elles n'ont pas fait ça, en fait, elles vont comme des petits papillons qu'elles sont, avec leurs petites ailes de fée, elles vont être attirées vraiment ici par des fortes lumières, et donc elles vont venir rentrer comme ça en comparaison. Donc elles se tiraillent de fait entre leurs envies profondes, mais comme elles manquent d'ancrage, elles auront du mal à aller le chercher. Et la réalité dans lesquelles ici elles vont devoir se confronter. Donc, quand on est une alchimiste fée, encore une fois, donc c'est la bonté ici qui prévaut. Alors évidemment, souvent, elles ont ces énergies très douces, donc elles sont dans la générosité, elles sont dans l'énergie du cœur, elles ont beaucoup de joie. Notamment enfants, ce sont des enfants qui sont des rayons de soleil en fait. Alors moi en plus j'ai la chance d'être maman d'une alchimiste fée, donc en termes de rayons de soleil, ma fille c'est incroyable. Et donc effectivement elles sont très spontanées, elles ont des réflexions qui sont très matures quand elles sont dans un espace de communication et de liberté de pouvoir s'exprimer d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais quand on les laisse vraiment ici s'exprimer, exprimer leur joie, leurs envies, ça déborde en fait, ça déborde. Alors ça se canalise, après il faut leur faire travailler justement cet ancrage, ça se canalise assez facilement ceci dit. Mais voilà, donc vraiment tout de suite, dès qu'elles sont enfants, et c'est souvent de cela qu'elles ont manqué, de se retrouver comme ça face à un reflet qui leur montre qu'elles sont capables, qu'elles peuvent par elles-mêmes, donc renforcer dès le plus jeune âge l'estime de soi, c'est ce qui permettra à une fée de se déployer beaucoup plus rapidement. Mais souvent, c'est justement parce que c'était là-dessus qu'il aurait fallu créer l'équilibre émotionnel, c'est là où se trouve de fait le déséquilibre. Et donc, il va falloir repasser vraiment par un processus qui est assez challengeant pour elle, parce que surtout si ça arrive assez tard comme ça dans la vie, ça va être un très très gros effort. C'est-à-dire qu'il va falloir se déconnecter d'une partie extérieure pour vraiment replonger à l'intérieur de soi, quitte, et c'est ça qui est le plus difficile au départ pour une alchimiste fée, quitte effectivement à, comment je vais dire ça, elles vont avoir cette impression de faire de la peine en fait, parce que si elles se déconnectent comme ça et qu'elles changent de trajectoire par exemple, ou déjà même qu'elles s'introspectent, ça leur laisse beaucoup moins de temps vers l'extérieur. Et donc là, il va y avoir immédiatement un sentiment de culpabilité qui peut se mettre comme ça, on va dire automatiquement en action. Et donc elles vont devoir faire un très gros effort pour garder justement cette barrière de sécurité qui est nécessaire en fait pour aller se chercher à l'intérieur de soi. Donc souvent vous les retrouverez de toute façon avec les guérisseurs et les chamans qu'elles soutiennent sans relâche, hein, de toute façon au-delà de leur énergie fée, ce sont des alchimistes, donc elles sont là pour transmuter. Elles ont souvent tendance à l'oublier en fait, elles aiment beaucoup le petit côté fée, elles ont tendance à oublier qu'elles ont un vrai rôle ici d'alchimisation, donc de manipulation des différentes matières, et c'est pour ça que selon les époques elles ont beaucoup travaillé ici avec les guérisseurs et les chamans, notamment parce que voilà, c'était celles sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour faire ici des potions, utiliser les éléments de la nature et les combiner. Vous les retrouverez attirés par la lithothérapie, etc. aussi, hein. Donc voilà, ce sont vraiment ici de très belles énergies de création de toute façon, mais dans l'utilisation ici des différents éléments qui sont dans la nature, hein. Faut pas oublier que leur élément, ça reste la nature. Donc, à l'inverse, par exemple, dames de la communication qui vont exprimer leur créativité par les arts, elles vont l'exprimer vraiment dans la nature et dans leur capacité ici à se reconnecter avec cette part d'elles-mêmes.
Dans les énergies de pleine lune, ici, on a également la famille des mécaniciens. Donc j'en ai un petit peu parlé ici avec les bâtisseurs. Donc coopération très forte avec les piliers évidemment et les bâtisseurs. Donc eux, en fait, ils sont vraiment dans cette capacité. Alors vous les retrouvez beaucoup dans le bricolage, clairement. Ils savent créer en fait, ils savent créer, ils savent ici utiliser les ressources naturelles de la terre aussi, hein. Mais ils savent les combiner pour pouvoir là ici vraiment travailler autour de la partie vraiment pleinement énergétique. C'est-à-dire de créer des grands espaces, notamment avec les bâtisseurs, de pouvoir explorer et utiliser les énergies, pourquoi pas de la terre avec les piliers. Donc eux, vous les retrouvez vraiment dans ce besoin de construire, de créer, mais pas forcément dans le côté conception, plus dans le côté faire, hein. Donc encore une fois, ici, on est vraiment dans le côté faire et donc on est dans une association énergétique très forte, notamment avec les bâtisseurs et les piliers. Mais c'est des touches à tout. Clairement, ce sont des touches à tout. Ils sont vraiment attirés ici par le côté assemblage. Voilà, il y a le côté assemblage. Alors, vous pourriez les retrouver avec les fées aussi, en fait. Je pense à ça parce que je viens de voir 2 personnes ici s'associer sur un projet. Bon, il faudra que je leur dise à l'occasion. Mais parce que effectivement, il pourrait y avoir dans ce côté, les fées sont très proches de la nature, les mécaniciens aussi le sont. Donc il pourrait y avoir aussi des associations avec les fées dans le côté création de nouveaux matériaux, puisque les fées vont venir aider à l'alchimisation ici des matériaux. Donc il peut y avoir ici comme ça des choses qui sont pas forcément encore visibles pleinement à l'intérieur d'eux, mais un besoin de venir explorer comme ça un environnement chez les mécaniciens. Du côté des enseignants, là on est sur une toute autre énergie. Alors c'est une énergie qui est très... va falloir beaucoup travailler à l'équilibre chez les enseignants parce qu'en fait ils sont très dans le mental. Voilà, le mental des enseignants est très très fort. Donc le côté conscience des choses, il n'a pas beaucoup sa place chez les enseignants. Ils sont vraiment dans le « je crois ce que je vois ». Donc un enseignant est très difficile ici à aller chercher dans sa partie intérieure et spirituelle. Ça l'empêchera pas d'aller l'admirer chez les autres, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître qu'il y a autre chose, mais par contre ils vont s'exclure en fait de cette autre chose. Ils vont dire c'est le truc des autres, voilà. Et ça on le retrouvera chez beaucoup d'enseignants. Donc ils vont être capables d'aller voir par exemple un magnétiseur, ils vont être capables d'utiliser de la médecine alternative et douce, voire ils peuvent beaucoup aimer aller se faire des voyances, aucun problème avec ça. Mais eux ils savent pas en fait, donc eux ils ne sont pas capables et eux ils sont pas construits en fait de cette manière là. Donc ils savent que autre chose existe, mais cette autre chose est réservée à une catégorie de personnes. C'est vraiment comme ça ici qu'ils font résonner très longtemps d'ailleurs cette partie là. Et même lorsqu'ils ont commencé un éveil, ils ont beaucoup de difficultés ici à dépasser les différents plans de conscience parce qu'ils ont besoin ici de se rattacher au fait de savoir. Alors que la seule possibilité de passer des plans de conscience, c'est de lâcher prise. Donc, ça va être assez antinomique quand même ici avec des parcours. Alors, c'est pas du tout impossible. Et on a heureusement des âmes enseignantes ici qui arrivent vraiment à se sortir de tout ça. Mais ça va leur demander beaucoup plus d'efforts que certaines autres âmes. Parce que en fait, ils sont beaucoup dans le « il faut » ou « je dois ». Et beaucoup moins dans le « je suis » et « je ressens ». Donc ils ont quand même ici beaucoup cette barrière émotionnelle. Alors quand c'est franchi, par contre, ça devient très très vite, on va dire, inestimable, hein, parce que forcément, alors déjà ce sont des énergies qui sont connectées à ce qu'on appelle les puits de connaissances. Donc effectivement, ils pourraient avoir énormément d'informations ici à faire transiter dans les autres familles d'âmes, mais voilà, ça fait partie de leur plus gros challenge, c'est de réussir à se réveiller, de s'extirper en fait de l'illusion de la matière. C'est très très compliqué. En général, ça va passer quand même effectivement par des forts caps émotionnels. Parce que la problématique, c'est que, à moins qu'il se produise quelque chose, on va dire, sur le plan matériel, de suffisamment chahutant pour ressentir des émotions très intenses,
ils vont avoir tendance à connecter, déconnecter. Je ressens, mais je préfère isoler. Ah tiens, il s'est passé quelque chose de curieux, mais bon, non, ça ne doit pas l'être en fait. Parce que le mental prend immédiatement le relais en fait. Donc, il faut vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus puissant que le mental. Et qu'est-ce qui est plus puissant que le mental? C'est l'émotion. Donc, une explosion émotionnelle, qui peut être vraiment à la manière d'une tour, quelque chose qui s'effondre, hein, quelque chose auquel ils tiennent énormément et qui s'effondre, va les aider ici à aller se reconnecter. Alors, on n'est pas forcément toujours dans des effondrements purement physiques, on vous retire tout, bon, c'est peut-être pas non plus toujours, fort heureusement, le chemin, mais il pourrait y avoir un risque de perdre en fait, et ça pourrait déclencher une émotion suffisamment puissante. Je pense notamment à un enseignant, donc là on est sur une énergie masculine, qui finalement, ça a vraiment attrait à l'énergie de sa compagne, qui elle, effectivement, est une personne qui a vécu des très très gros problèmes de santé et qui de fait, n'ayant plus de solution offerte par les médecins, s'est tournée vers son monde intérieur et donc s'est complètement réinventée en fait, parce qu'on lui avait donné une date limite de vie, hein, quelque part. Donc elle s'est dit de toute façon, fichu pour fichu, si la réponse est ailleurs, j'irai la chercher. Et donc ça a provoqué en elle son début de parcours. Et donc lui, évidemment, c'est son compagnon, donc il a, bon, évidemment, la peur de perdre sa conjointe, vous pouvez l'imaginer. Bon, la colère que ça a pu déclencher, etc. Et donc, elle a complètement isolé tout ça, et donc elle s'est mise ici dans un parcours. Et le fait en fait qu'elle ait énormément changé, évolué, alors évidemment ça a changé sa condition physique, et donc là où on lui donnait plus que quelques années à vivre, eh bien tout ça c'est en train de se dissoudre, eh bien finalement lui, ça lui a donné une autre perspective, parce qu'en plus, non contente de se sentir à nouveau maître de son corps, de ses possibilités, elle s'est recréée une vie en fait, qui n'a plus rien à voir avec tout ce qu'elle pouvait être précédemment. Donc elle a incarné comme ça ce pilier de lumière dans sa famille, et donc ça s'est mis forcément en reflet sur lui. Et donc si elle avait pu autant changer quelque part avec ce qu'elle avait fait, ça lui a donné une preuve que d'autres possibilités s'offraient à lui. Et donc lui-même est en plein ici parcours d'éveil, mais c'est pour ça que je vous disais le côté mental ne peut être dépassé que par de puissantes émotions. Et ça c'est vraiment le challenge de l'enseignant, et c'est très compliqué d'aller chercher un enseignant. C'est pas les énergies ici les plus faciles avec lesquelles on coopère, voire c'est parfois même, enfin vous me demandez, je vais même vous dire que c'est les plus difficiles, parce que le lâcher prise, là où on est en capacité de faire ça en quelques semaines avec une personne, on va les guérir en quelques semaines, hein, il n'y a pas de ce sujet-là, en fait, le timing va rester le même, mais par contre, ils passeront pas la porte. Le mental va refuser, donc ils vont se retrouver bloqués, donc ils vont être guéris, alors ils vont se sentir beaucoup mieux, ça c'est une vérité, mais ils vont pas continuer à aller se chercher. Donc ils vont bloquer comme ça, et ça peut prendre des mois. Alors ils finiront par se redébloquer, mais ça peut prendre des mois. Et donc évidemment, pour les personnes que l'on accompagne, nous, ce que l'on souhaite, c'est aller effectivement sur des parcours rapides, parce que ça permet rapidement à la personne de pouvoir se réaliser dans un nouvel environnement, dans des nouveaux projets, etc. Et il n'y a rien de plus frustrant pour nous que de travailler avec un enseignant, parce que là on sait qu'on en a pour 3 fois plus de temps qu'avec les autres, et donc c'est très très frustrant. Mais bon, c'est comme ça fait partie des challenges, et évidemment on aimerait que ça se fasse différemment, mais on sait que ça fait partie du processus, donc on accepte aussi pleinement le fait qu'il faut que ça se fasse de cette manière-là. Ensuite on a donc la gibbeuse décroissante, et là ce sont les chamans. Donc les chamans, c'est une énergie très particulière. On ne peut pas les confondre en fait avec les guérisseurs. Je sais que souvent, quand on est comme ça à chercher sa famille d'âme, on peut hésiter vraiment entre les deux. Mais encore une fois, il faut distinguer la coloration de l'âme la guérison en fait qu'on est en capacité d'utiliser. Moi j'aime beaucoup utiliser par exemple les énergies chamaniques, mais je n'en suis pas pour autant ici, je ne suis pas chamane en fait, tout simplement.
Mais je coopère et d'ailleurs je vais travailler comme ça avec les âmes chamanes quand j'en ai l'occasion, mais c'est pas voilà, c'est pas la coloration de mon âme. Donc les chamans, ce qui les caractérise, c'est la puissance du collectif en fait. C'est une famille qui est extrêmement soudée. Un chaman, c'est pas une âme isolée. C'est une âme qui a toute l'énergie de la famille d'âme en fait, qui lui est accessible. Donc, quand on travaille par exemple avec l'âme d'un chaman, on a, alors c'est pas tout le temps, on les ressent, mais ça m'est arrivé de faire des bilans et de me retrouver comme ça avec l'âme avec laquelle je suis censée travailler, si je puis dire, donc la personne qui me consulte, et j'ai tout le groupe en fait autour de moi. Alors ça me remplit ma pièce, énergétiquement c'est très fort, c'est très fatigant évidemment, et j'ai même eu cette fois où je travaillais donc un bilan avec une âme chamane où j'ai même pas pu suivre mon protocole. En fait, j'ai dû poser tous mes outils parce que finalement, les âmes ne parlaient que d'une seule voix. Donc, au lieu de faire ce que je fais habituellement, j'ai dû tout simplement retranscrire tout ce qui m'était ici transmis tel quel. Et donc, c'était une très belle expérience parce que c'était extrêmement puissant. Mais surtout, voilà, ça vous donne comme ça le ton de la famille des chamans. Quand on parle à un chaman, on parle avec tous les chamans en même temps. Donc, eux, évidemment, ils sont porteurs du fluide de la guérison. Ils utilisent voilà, les énergies des trois règnes, hein, minéral, végétal, animal. Ils sont en charge ici de créer les ponts entre le physique et le monde subtil. Ils peuvent facilement s'associer notamment aux passeurs. Eux, ils vont être plutôt dans la catalysation énergétique sur le plan terrestre, et le passeur sera plutôt ici le gardien de la porte des mondes. Donc on a des très belles associations ici potentielles avec des chamans et des passeurs. Donc leur challenge de toute façon, c'est le plus tôt possible ici pour un chaman de comprendre en fait le voile entre les mondes, puisque eux ils sont en capacité de le lever. Donc ils sont capables de lever le voile de l'illusion, si on peut dire, notamment de la mort physique, et ça fait vraiment partie de leur initiation. Donc, comme un guérisseur hein, qui a un peu un parcours ici en baptême de feu, le chaman, il aura aussi ce parcours de feu, et de toute façon, il est prévu, tout comme le guérisseur, qu'il aille se chercher lui-même et qu'il puisse ressortir comme ça en pleine lumière. Donc c'est comme un parcours très initiatique et très individuel pour le chaman, de pouvoir aller réaccéder comme ça à ses ressources et à ses connaissances. Dans le meilleur des cas, il sera accompagné d'une autre âme chamane dans le physique. Et ça c'est beaucoup fait dans les générations précédentes. Donc ça avait comme ça une facilité, évidemment, pour la jeune âme d'être comme ça dans la transmission. Alors ça pouvait se faire avec un grand-parent, notamment de grand-mère à petite-fille. C'était pas rare en tout cas. Et maintenant, c'est plus tout à fait le cas parce qu'on travaille plus tout à fait de la même façon, et la manière ici de fonctionner de la société est différente. Donc, on va se retrouver avec beaucoup de chamans endormis, en fait, tout simplement, parce qu'ils n'ont plus cette connexion à l'enseignement. C'est plus accessible, en fait, ou plus de la même façon. Donc, souvent, ils s'ignorent, et de plus en plus, évidemment, ils s'ignorent. Et donc, on va avoir beaucoup d'énergie de guérison chamanique, et vous pouvez en trouver beaucoup sur Internet, mais ce ne sont pas des chamans, en fait. Ce sont d'autres âmes qui utilisent des énergies chamaniques. Donc, c'est bien moins puissant, c'est moins pur, si vous préférez. Alors, ça fait le job, mais ils n'auront jamais accès à toute la connaissance, et surtout, ils n'auront jamais la puissance de la famille des chamans derrière eux. Donc, ça sera quand même contraignant pour la personne qui pratique ce type de guérison, et en face, ce sera bien moins profitable pour la personne qui va aller évidemment la consulter. Bon, les talents chamaniques, ils sont très très variés, comme un guérisseur, hein. Ils peuvent agir sur beaucoup de plans. Encore faut-il qu'ils se réveillent, et ça, en général, ils le sentent, hein, qu'ils ne sont pas tout seuls, hein, que la famille les porte en permanence, à l'inverse d'un guérisseur qui se sent plus seul, on va dire ça comme ça dans l'énergie. Un chaman, il ne peut pas se sentir seul, mais il peut s'ignorer. Les piliers, ils sont sur le dernier quartier lunaire. Donc les piliers, pareil, on en a un petit peu parlé quand on a parlé des mécaniciens et des bâtisseurs.
Alors, les piliers, c'est peut-être ceux qui nous ont le moins consultés. Bon, par contre, on en connaît quand même quelques-uns autour de nous. Donc, effectivement, il y a peut-être encore des mystères dans leur énergie. Il faudrait qu'on travaille beaucoup plus en profondeur ici avec des piliers, peut-être pour compléter. Ceci dit, voilà, en termes d'âme, elles sont très solides. Ce sont des âmes que l'on perçoit donc beaucoup plus larges en fait en termes d'énergie. Voilà, elles sont très larges, elles sont très denses aussi. Et dans le physique, ce sont des personnes qui sont très ancrées là pour le coup. Elles ont comme ça une posture, une position. Vous les verrez pas, c'est pas des personnes par exemple. Alors c'est des personnes qui aiment bouger. En soi, c'est pas qu'elles n'aiment pas bouger. Mais une fois qu'elles ont connecté à l'endroit où elles se sentent confortables, ce sont des personnes qui vont rester. Mais parce qu'en fait, elles en ont besoin. Elles vont se nourrir énergétiquement, elles ne le voient pas, mais elles se nourrissent en fait d'un certain lieu de vie. Donc quand elles ont connecté à l'endroit, entre guillemets, idéal, elles vont pas vouloir bouger. Ça peut avoir une contrainte parce que elles peuvent être au bon endroit géographiquement parlant, mais peut-être pas avec la bonne famille. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, elles vont avoir de fait ces difficultés à pas rester en position justement de pilier. Quand elles se sont implantées, elles se sont implantées. Elles vont notamment, ça fait partie de leur challenge, elles peuvent justement être amenées à se déséquilibrer sur le plan émotionnel parce que comme elles incarnent justement cette énergie de pilier, elles vont se retrouver parfois dans des familles et donc avec des âmes qui sont autour d'elles qui vont de fait les considérer vraiment comme leur pilier en fait. Donc elles vont devoir beaucoup épauler les membres de leur famille, ce qui peut énormément évidemment les fatiguer parce qu'il y a toujours ce côté qui est contraint quand c'est comme ça. Et c'est pas forcément leur fonction. C'est-à-dire que c'est de la manière dont ça se reflète, mais c'est pas forcément leur fonction. Personne ne sauve personne, personne n'aide personne, personne ne soutient personne. Chacun se soutient soi. Et l'objectif, c'est d'être autonome. Après, on peut s'entraider. Mais vous voyez, l'entraide, c'est quand même très différent que de devoir systématiquement aller pousser, repousser les limites de quelqu'un ou l'aider à pousser, repousser ses propres limites. Et donc, malheureusement, c'est un peu comme ça le challenge du pilier parce que souvent, en fait, inconsciemment, il le ressent, ce qu'il a à faire et le fait que c'est un pilier. Donc, il se sent comme ça très contraint et donc ça fait partie de ses croyances. Il est dans l'obligation, justement, d'être comme ça, à sa place, de ne plus en bouger et de se mettre à la disposition, finalement, des personnes qui sont autour d'elle ou de lui. Donc, pas toujours très à l'aise ici pour un pilier, jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait. Et donc, quelque part, ils s'autorisent à aller relâcher tout ça. Et souvent, là, pour le coup, quand ils commencent à se dévoiler, ça devient... c'est solide, ça reste solide parce que c'est leur énergie. Mais ils se débarrassent comme ça de tout ce qu'ils avaient pris, donc de toute la mauvaise énergie finalement qu'ils pouvaient embarquer tout autour d'eux. Et donc, ils peuvent vraiment être eux-mêmes. Mais dans un premier temps, on va les voir très enfermés dans des liens énergétiques qu'ils ont créés dans leur côté, justement, je soutiens, je suis présente pour telle et telle personne, etc., etc. Donc ce sont des puissantes forces de lumière, encore faut-il qu'ils puissent être totalement libres d'être eux-mêmes dans leur réalité, que tout soit juste pour eux-mêmes et qu'ils aient de fait cette force d'imposer leurs propres limites et notamment d'imposer ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'en fait, souvent quand on va les charger énergétiquement, ils vont se charger émotionnellement de ce qui ne leur appartient pas et donc ils vont être assez facilement ici déséquilibrés dans cette partie-là. Les guérisseurs enseignants donc sur le dernier croissant, donc c'est la dernière famille très usuelle. Donc alors eux ils ont une très très belle douceur, ils ont la douceur des guérisseurs. Ils ont un côté yin qui est apporté vraiment ici par la famille des guérisseurs et ils ont le côté yang qui est amené par l'enseignant. Donc ils ont vraiment deux forces à l'intérieur d'eux et le challenge ça va être vraiment de travailler ce point d'équilibre parce que en réalité quand ils ne travaillent pas sur eux-mêmes ils vont avoir cette tendance à être soit dans le trop-plein émotionnel soit dans la conviction excessive voire de passer d'un plateau à l'autre. Et donc, leur personnalité peut être perçue, en tout cas à l'extérieur, comme
parfois trop tranchée ou tranchante dans des décisions et à l'inverse trop dépendante d'autres personnes. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment comme les plateaux de la balance, leur challenge c'est vraiment de travailler les deux angles et si possible en même temps parce que sinon ils auront cette tendance à très très vite basculer de l'un à l'autre. La double appartenance ici elle est pas très simple dans l'énergie du guérisseur enseignant, elle est beaucoup plus évidente dans les gardiens guérisseurs que dans les guérisseurs enseignants. Donc tant que c'est inconscient d'ailleurs, hein, il y a une souffrance intérieure, là par contre c'est une certitude, parce qu'ils ont besoin comme ça de comprendre en fait ce que veut dire aussi cette souffrance, comprendre comment ils peuvent la guérir, mais ils ont de fait avec l'enseignant, ils ont beaucoup de mental en fait, ils ont beaucoup d'ego aussi, enfin ego égale mental, hein, d'accord, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste une part de nous-mêmes, et donc ils ont la volonté de comprendre, ils ont la volonté d'apprendre, ça c'est vraiment l'enseignant, et ils ont en même temps l'ouverture du cœur qui doit être créée pour aller chercher justement l'équilibre de l'énergie de guérison. Ça les tiraille en permanence, ça les met quand même dans un effort qui est quasiment constant pour trouver leur centre. Après, une fois qu'ils sont vraiment lancés dans un parcours, justement, ils vont pas s'arrêter parce qu'ils sont enseignants. Ça aussi, c'est une vraie clé de croissance. C'est pour ça que je vous dis, tant que c'est pas équilibré, ça peut être très difficile. Mais par contre, quand ça s'équilibre, ils auront justement toujours le yang de l'enseignant qui viendra les aider à aller plus loin, plus haut, plus fort. Et donc, ça devient très rapidement ici des personnes qui vont aller se chercher très très loin dans le parcours. Ils ont ce besoin en fait de connecter à de la nourriture spirituelle. Alors, ils ont besoin évidemment d'alimenter beaucoup leur monde intérieur. Ce sont des personnes qui vont se mettre beaucoup dans des lectures, ça peut être dans des groupes aussi de travail ou de discussion. Ils ont besoin d'apprendre en fait, hein, et ça, c'est cette partie-là de leur énergie. Et donc, ils vont beaucoup chercher. Et donc, cette curiosité, en fait, ils la débloquent de façon très rapide dès lors qu'ils ont connecté à cette part d'eux-mêmes et qu'on a ouvert en fait l'espace, hein. C'est une question d'ouverture ici, d'espace avec eux. Et donc là après bon voilà, ce sont des énergies qui sont relativement inarrêtables, elles sont très puissantes, très grandes parce que comme je vous disais cette double famille, ça peut être une contrainte tant qu'elle n'est pas au point d'équilibre, mais c'est une vraie force lorsqu'elle l'est. Et donc une fois que le point du milieu est trouvé à déployer, c'est puissant et ils peuvent faire vraiment énormément de choses ici. Alors, j'en ai pas parlé, mais il y a deux autres familles. Je vais pas m'attarder trop sur le sujet. La première, c'est ceux que l'on appelait les initiateurs de conscience, en tout cas tel que ça avait été décrit par Marie-Lise Labonté. Cette famille, pour nous, le rôle touche à sa fin. Donc, selon le choix de l'âme, en fait, il y a plus d'une possibilité. Alors, les initiateurs de conscience, au départ, ce sont celles et ceux qui sont là pour créer des points de rupture en fait chez les autres âmes, des prises de conscience, des éveils, etc. Donc c'est ceux qui vont aller évidemment notamment décéder de façon très soudaine. Alors ça peut être dans des catastrophes, mais ça peut être aussi soudainement dans une famille et il se trouve que c'est la personne juste qui crée le point de réunion entre tout le monde. Donc c'est un côté, c'est une énergie en fait, c'est une famille d'âmes qui était dans le sacrifice. Et là en fait, nous, en tout cas, quand on s'est connecté lors de nos travaux à ces familles d'âmes, on a vu que tout a changé autour et la mutation comme ça énergétique des familles d'âmes a permis justement à ces âmes qui étaient beaucoup dans le dévouement et dans l'amour, dans le sacrifice d'eux-mêmes, de pouvoir se réorienter. Alors dans l'eau, il y en a qui ont choisi de continuer. D'accord ? Donc on aura évidemment encore des initiateurs de conscience qui vont partir de façon abrupte, probablement dans la période encore à venir, mais ils sont beaucoup moins nombreux que ce qui était prévu au départ. Et donc on voit en tout cas d'autres qui peuvent rejoindre de fait d'autres familles. En tout cas, le passage a été créé et chacun, justement, selon ses choix, se verra réoffrir la possibilité de repartir sur un cycle dans une autre famille qui les accueilleront. Elle n'aura plus de vocation en tant que telle et donc c'est une famille de toute façon qui est en train de disparaître. Ça, voilà, en tout cas nous ça c'est notre vérité, vous le prenez si cela vous parle, évidemment si ça ne vous parle pas,
vous laisser de fait de côté. Nous, on a en tout cas eu cette chance de pouvoir communiquer avec ces âmes-là, de les remercier en fait de ce qu'elles ont pu apporter sur le plan terrestre, parce que ces morts comme ça programmées et très abruptes, ça laisse quand même beaucoup de traces au niveau de l'âme. Donc voilà, donc qu'elles en soient malgré tout fortement remerciées par les autres âmes nous semblait être le minimum de ce que l'on pouvait faire. Et puis voilà, on a eu l'occasion quand même, notamment ces derniers mois, une personne en particulier que j'ai eu l'occasion de rencontrer par personne intermédiaire avec Stéma. Et on a justement défait ce côté abrupt qui était prévu, lui laisser le temps de pouvoir justement dire au revoir à sa famille. Donc on a pu malgré tout confirmer ce que l'on avait perçu sur un autre plan dans cette réalité physique. Et donc et ensuite évidemment on a fait l'accompagnement de cette âme dans un autre passage, puisque voilà, la personne avait choisi de toute façon de partir. On lui a juste laissé ici quelques semaines supplémentaires pour avoir le temps de ne pas partir comme c'était initialement prévu, et donc de pouvoir dissoudre ce fameux contrat, parce que c'est un contrat qui était mis en place pour ces âmes-là. Donc pour nous c'est une vérité, mais évidemment chacun sera libre de prendre l'information ou pas. Et on a une autre famille dont je n'ai pas parlé, mais qui est bien mentionnée dans cet article, qui s'appelle les Arcadiens, qui sont attachés en fait à la gibbeuse croissante, pour lequel je ne réalise pas de guidance. Et a priori pour l'instant je ne prévois pas de le faire. C'est une famille qui est en train aussi de réémerger, qui est loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. C'est pas une famille qui est très commune. C'est une famille qui a besoin de temps ici pour se structurer. Ils ont une vibration qui est très douce, très aérienne. Et voilà, on se pose aussi la question de savoir si quelque part ils prendront une place plus importante, mais probablement un peu plus tard. Là on voit, il y a des âmes, hein, elles sont incarnées, mais un peu comme des éclaireurs, pour tester justement un petit peu où on en est dans l'énergie, est-ce que c'est possible de venir se matérialiser, etc. Et donc voilà, donc il y a comme ça un certain nombre de personnes incarnées, mais ça reste évidemment ici plutôt des exceptions. Et donc on les perçoit comme encore une fois ayant cette possibilité de recréer des choses qui sont très différentes à l'avenir. On verra comment tout ça évolue, et à l'occasion on aura, je crois en tout cas, l'occasion de revenir dessus. Nous à ce stade, quand on les positionne dans l'incarnation, ce sont notamment les personnes atteintes de trisomie qui sont de cette famille d'âmes des Arcadiens. Et là vous voyez, je vous le dis parce que je suis en train de me concentrer sur eux et je vibre. Donc je sais aussi que c'est une vérité, même si évidemment on ne pourra jamais le prouver, le démontrer. Ils ont cette joie de vivre et ils viennent apporter comme ça dans ces familles, lorsqu'ils s'incarnent, vraiment cette autre chose. Et d'ailleurs quand vous parlez avec des personnes qui ont des enfants différents de la sorte, même si c'est difficile, il faut être honnête, c'est quelque chose de très difficile sur le plan physique, ils vous diront toujours qu'ils apportent comme ça une lumière qui est très différente. Et c'est vraiment ce que l'on ressent être les Arcadiens. Et donc on espère voilà, qu'on aura la chance ici de pouvoir les accueillir et les laisser se développer au même titre que les autres familles, dans des conditions physiques qui seront, je l'espère, à ce moment-là du jeu plus favorables pour eux, parce que ça reste quand même ici une incarnation dans un contexte difficile. Je pense que c'est pas forcément difficile pour eux parce qu'ils ne le perçoivent pas comme tel, mais forcément voilà, aujourd'hui on est dans un monde qui fait que toute cette différence, malheureusement, elle n'a pas pleinement sa place, et rien n'est totalement ici disponible pour toutes et tous. Et donc c'est notre vœu le plus cher que ça change. Et là on va se rappeler qu'on a des maîtres à aller ici réveiller et connecter, pour justement pouvoir aller faire plus de place à ces belles énergies comme les Arcadiens, qui à mon avis nous apporteront vraiment une toute nouvelle vision du monde. En tout cas c'est notre intuition. Et donc voilà, donc le chemin ne fait que commencer ici pour ces âmes.
et donc elles nous dévoileront les secrets ici en temps voulu. Dans tous les cas, ça reste encore une fois des choses dont on peut débattre et ça s'enrichira toujours en fait avec nos expériences. J'ai choisi la citation de Bouddha en fait pour illustrer l'article que j'avais créé pour les familles d'âme, qui dit qu'une famille est un endroit où l'esprit entre en contact avec l'esprit des autres. Et donc, quelle que soit finalement notre famille d'âme, peu importe la fonction et le rôle que l'on incarne ici sur cette terre, ce n'est pas non plus ici pleinement ce qui doit, ou en tout cas exclusivement nous définir. Les possibilités sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges, et finalement c'est l'entrée en résonance de nos différentes énergies qui rend les choses et les possibilités, on va dire, beaucoup plus exponentielles. Donc pour moi ici ce ne sont que des points de démarrage, des points d'accroche, des choses sur lesquelles s'appuyer, et c'est pas forcément voilà, que là-dessus qu'il nous faut nous concentrer. Il nous faut nous concentrer sur la guérison en fait de cette âme que l'on incarne, qui est encore une fois un reflet d'une partie beaucoup plus grande qui est notre être. Et donc ici il faut vraiment travailler à cet axe et à cette recombinaison, c'est ça qui est la clé. Ceci dit, la famille d'âme définit malgré tout des contours, et c'est pour cela en fait que c'est très intéressant de savoir quelle est notre famille d'âme. C'est par rapport à ces contours, par rapport à ces influences qui sont vraiment propres ici à la sphère terrestre, et donc c'est une ressource sur laquelle ici aller s'appuyer. La prochaine vidéo développera justement toute cette partie-là, sur quoi on s'appuie, sur quoi il nous faut ici rester vigilant, comment justement aussi aller dépasser ce reflet de l'âme et comment faire une force et non plus une contrainte. Elle sera, je crois, moins longue que celle-ci. Je vous mettrai de toute façon les timings sur chacune des familles dans le descriptif de la vidéo, mais pour moi c'était important et pour Stéma également qu'on prenne vraiment ce temps de vidéo pour vous donner vraiment l'entièreté de ce que représentent aujourd'hui les différentes familles d'âmes sur le plan terrestre, et puis évidemment de venir compléter aussi avec des exemples pour pourquoi pas vous permettre de faire résonner l'une ou l'autre des familles avec vous-même, et donc en autonomie pouvoir vous aider à aller vous chercher. Écoutez, on y est évidemment à la disposition pour toutes vos questions, donc venez les poser directement sous la vidéo. En fonction de ces questions, on ira les combiner par rapport aux 3 vidéos qui ont attrait aux familles d'âme, et lorsque l'on en aura assez, on vous fera une boîte à questions à 2 voix, tous les deux avec Stéma. On sera vraiment ravis de le faire, donc il n'y a aucune mauvaise question, ni aucune bonne question. Il n'y a que vos questions, donc sentez-vous vraiment ici libre de vous exprimer. C'est vraiment pour cela que l'on crée ces vidéos. On espère que ça aura plu à un maximum d'entre vous, et si c'est le cas, vraiment venez soutenir le travail en mettant un pouce en l'air. Ça nous permettra de savoir à combien d'entre vous tout cela parle, et donc à nous encourager aussi à continuer cette playlist vu qu'on n'en est qu'au démarrage. Et puis écoutez, en attendant, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la 3e vidéo sur les familles d'âme, et dans l'intervalle il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, donc restez bien connectés. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.